Bienvenue à toi dans le bonus de C'est quoi ta ref, épisode consacré à l'humour avec un grand H. Alors qui de mieux que notre invité Charlie Soignon pour nous parler de ce thème. Entre digression philosophique et blagues pures et dures, Charlie nous partage ses inspirations, sa manière de travailler et bien évidemment ses refs. Profitez bien de ce bonus et on vous laisse avec cette fameuse première question. C'est quoi ta ref ? Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. George Carlin. Direct. La ref ultime ? Ouais. Je crois vraiment que c'est la fin de la réponse. Voici encore une autre question que je me pose. Pourquoi quand c'est nous c'est un avortement et quand c'est une poule c'est une omelette ? Sommes-nous tellement meilleurs que les poules tout d'un coup ? À quand remonte l'instant où on a dépassé les poules en bonté ? Donnez-moi 6 preuves qu'on est meilleur que les poules. Vous voyez, personne ne peut le faire. Vous savez pourquoi ? Parce que les poules sont des gens bien. Vous voyez pas les poulets former des gangs de drogués, n'est-ce pas ? Vous voyez pas un poulet ligoter un autre à une chaise et attacher ses couilles à une batterie d'automobile, n'est-ce pas ? Avez-vous déjà entendu parler d'un poulet qui rentre du travail et bat ses enfants ? Ça n'arrive jamais car les poulets sont des gens bien. Qu'est-ce qui te fait rire chez lui ? Qu'en fait, il raconte, en tout cas son point de vue sur pas mal de sujets est tellement vrai. Il dépeint souvent des choses qu'on a ancrées en nous de façon tellement évidente que ça me fait rire. La vérité, c'est la mécanique en fait qui me fait rire chez George Carlin, tu vois. Donc, parce que il l'applique à ses stand-up du maire, il l'a appliqué à ses stand-up et donc du coup j'aime beaucoup cette mécanique, cette façon de voir le monde, quoi. Un peu attaqué quoi. Il attaquait Enfin, il disait la vérité en fait. C'est ça qui. Ouais, par exemple un sketch sur les gens qui sont contre l'avortement. Tu vois, il a une façon, c'est une rhétorique quoi qu'il a, des arguments qui sont tellement imparables que même c'est un peu ça, je trouve, le but ultime d'un bon stand-up, en tout cas de ma vision, c'est de trouver des arguments qui vont convaincre les gens qui sont contre à la base. Ouais. Tu vois, genre quand j'ai fait le sketch sur on va dire l'homophobie du maire, tu vois, un des premiers sketchs où je parle d'accumulation, etc. Mon but c'était vraiment de faire rire les homophobes, tu vois, sinon c'est pas marrant. Si tu prêches des convaincus, je fais des chansons quoi. Donc ton public c'est des homophobe, c'est ça. Je fais des chansons de R&B, pardon. Et en gros tu te dis que si tu les as fait rire, t'as un peu gagné. C'est ça, on a réussi à trouver un petit pont, une intersection entre nous, une convergence. C'est ça que j'aime bien. Ouais. Et tu veux convaincre ou non, parce que flemme de... Non, non. Sinon tu deviens dominateur dans ta pensée. T'as envie de convaincre souvent dans ta vie, souvent quand t'es adolescent ou pré-adulte. Il y a plein de moments comme ça où t'as envie de convaincre parce que t'es pas convaincu toi-même. C'est vrai. Puis à un moment donné, tu le fais pour toi et puis voilà. Moi j'ai vraiment la tête du gars qui reçoit la vanne et qui rigole et qui fait putain pourquoi j'ai rigolé. C'est ce truc là du style. Ça peut arriver ça, oui. C'est savoureux de voir ça, je pense. Ouais, genre il rigole, il fait putain. Je me suis fait avoir. Moi au contraire je suis assez, j'aime beaucoup ça. Tu vois, par exemple des choses lesquelles je suis pas d'accord, des stand-uppers je suis pas d'accord, mais le sujet, l'angle, tu vois, je suis pas d'accord avec la personne, mais elle me fait rire. Parce que justement, effectivement, sa rhétorique, sa façon d'amener la chose, te dit putain, il a failli me convaincre le bâtard. Tu vois, mais des fois c'est juste il a failli. Ouais, pas loin. Mais du coup, je suis content, je suis pas bâtard, je suis là bien j'aime bien. Vas-y, moi je n'attends que ça, d'évoluer et de changer un peu ou de faire douter, de voir d'un point de vue un peu différent. Et pour revenir au rêve de ce qui te font marrer, hors stand-up, est-ce qu'il y a des choses qui te font rire quand même ? Pas du tout. Que dalle. C'est pour ça que je fais des Si, tout me fait marrer, vraiment tout me fait rire. Enfin, toutes les choses les moins conventionnelles, tu vois, forcément, et des choses conventionnelles, en vérité, on en a empreinte de plein, quoi. Donc, souvent, les choses sont drôles parce qu'elles sont aussi tristes, ou elles peuvent être tristes, hors convention et tristes. J'entends par là... il se reconnaîtra. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi je fume depuis que j'ai 12 ans, c'est ma mère qui m'a fait fumer, elle m'a dit, t'es plus marrant quand tu fumes.
marrant. T'enchaînes marrant. T'as vu, tu C'est rigoles. marrant, c'est- Mais c'est triste quand tu l'analyses. Ouais, c'est vrai. Ça Tu me vois, rire, Jeanne, Parce que c'est non seulement hors convention, mais en plus c'est triste pour plein de raisons, tu vois. vraiment, Et en c'est même horrible. temps, c'est marrant. Donc le marrant, c'est pas parce que c'est joyeux ou. Ça, c'est drôle pour moi. Ça, c'est mes rêves de trucs marrants. C'est les gens et leur vie. En général, c'est là quand tu fouilles un peu. Ah ouais, Dès qu'on essaie de dénouer des choses, on rigole. Hein. c'est sûr. On rigole. C'est la meilleure source d'inspiration, la vie des gens finalement. Ouais, je sais pas si c'est une source d'inspiration, mais c'est aussi une source de décontraction. C'est-à-dire que quand on arrive à trouver le nœud et à le dénouer, Ouais. eh ben, on relâche et on C'est vrai. rigole. Et ça veut dire qu'il y a un truc qui vient de s'envoler, ou de s'ancrer, ou de. En tout cas, quelque chose qui vient d'apparaître de nouveau. Une réflexion nouvelle. Une réflexion nouvelle. Ouais, donc t'as raison, c'est une source d'inspiration. Ferme ma gueule, moi. Ah, pardon. Et tu cherches à rire de tout ou Non. Non. Pas du tout, ça vient tout seul. Ouais. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de pas forcer. Bah, si, il y a des moments où tu peux forcer. Si t'es gêné dans une situation, tu peux forcer le rire. Le rire de gêne, il y en a plein, comme maintenant, t'as vu il était bien celui-là. On sait jamais, maintenant, là c'est un rire maintenant de gêne. Celui-là oui. C'est bizarre le rire, oh waouh. Mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je rigole? It's a trap. Et là, le mec part, il change de vie. Qu'est-ce qu'on en dit? Je sais plus quelle était la question, mais ça fait du bien de rigoler. Ouais. C'est Bah la- d'ailleurs, en c'est- parlant de rigoler, est-ce que tu te souviens de ton plus gros fou rire? Ou Ah sinon, bah non. ouais, et ton dernier? Est-ce que t'as un truc récemment qui Ah putain, mais en plus c'est terrible parce que je crois que ça fait vraiment des risettes comme le bâillement, les rires. Parce que, ou alors Ouais. c'est peut-être la weed qui fait ça. Mais j'oublie vite. J'oublie vraiment vite, mais il faut rire. Comme Ouais. mes rêves, tu vois ou pas? Ouais, je vois très bien. C'est des moments un peu forts, t'as la sensation, mais là, il y a, genre, j'ai eu un fou rire il y a 2 jours, je suis incapable de dire. Je vois très bien. Alors, si Mais t'as un vrai fou pendant rire tes de rêves- j'ai mal au bras. Mais oui, ça m'arrive. Je crois que c'est ça en plus. Un fou rire dans tes rêves? Je crois que, tu sais, c'est le rire nerveux là, quand enfin, on dit que c'est nerveux quand tu rigoles pendant ton rêve. Et je me suis tapé une barre pendant un rêve il y a pas longtemps. Ah non, mais tu rêvais. Et je sais plus tu de quoi. rêvais Et c'est pour ça que je sais plus de quoi il. Tu rêvais que tu riais Non, ou non, non. tu riais vraiment? Je rêvais. Alors il y a eu 2 choses. Il y a eu une situation marrante et il y a quelqu'un qui m'a dit un truc très marrant. Et j'étais là, c'est très marrant. Mais dans ton rêve? Ouais. Mais oui, c'est ça. Mais j'ai rigolé, je me rappelle, ça m'a réveillé. Donc c'est là que je me suis rendu compte que c'était un rêve. Je me suis rendormi, impossible de savoir c'était quoi la blague. Donc ça fait partie des fous rires récents en tout cas. Ok, d'accord. On est dans le Inception. Ah oui, c'est clair, vraiment. Ouais. Mais je viens d'acheter une maison et du coup j'étais en plein milieu de cette maison, il y avait juste un canapé clic-clac, tu vois, ouvert, tu vois quand tu viens d'arriver et que tu casses des murs, donc Enfin, dans les et que t'aménages rien. Dans les films. Voilà, bah, j'étais dans mon film et du coup tu sais, tu dors un peu dans une ambiance quand même, tu vois, Ouais. et tu rigoles à cette nuit-là. Donc Bon. donc je commence à se penser aux travaux et j'ai des cheveux blancs qu'on poussait depuis. Donc Aïe, 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 je aïe, pense aïe. que c'était un truc de les travaux quand même. Hein. C'est très marrant. Ah, tu ris On a beaucoup vraiment moins la- acheté ça tout seul. Ouah, Tu c'est ris marrant. la nuit parce que tu rigoles beaucoup moins la journée en ce moment, à mon avis. Exactement, c'est ça. Ça va être un truc comme ça. Non, je me marre bien en plus en ce moment. Je me marre bien. Ouais, ça Bon, va. attends. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de te perdre sur internet pour te faire rire et genre tu cherches quoi dans la barre de recherche? Putain, moi je suis vraiment partie de ces gens-là qui ont l'agressivité mignonne. C'est moi les trucs que je tape, c'est chat mignon et bébé. Je suis là, ouh, loulou. Après, je oh, lolo. Après, je mets chien qui sauve des gens. Après, je fais, regarde comme c'est beau. Et je suis vraiment sur le basique de la recherche de grand-mère, quoi. La Ouais. recherche de mamie qui. C'est ce qui fait le plus de vues, donc c'est pas si basique que ça. Ouais. Ah bah du coup si, c'est hyper basique quoi, tout le monde le fait. Mais mignon. c'est cool ça procure cette petite sensation de joie, de bien-être. Ça c'est les trucs dans lesquels je peux me perdre, tu vois. Sinon les autres trucs je vais les chercher, je m'y perds moins. Genre j'aime bien écouter les trucs de philosophie par exemple, Ouais. rappeler les notions de philosophie et tout. Ouais. D'ailleurs je suis en train de penser à un truc en même temps, pardon. Parce que j'écoute un truc du précepteur et je me disais, Ah, le putain, précepteur, c'est ouais, sympa. j'écoutais ça, là j'étais en train d'écouter un truc sur Rousseau, sur la cruauté, et du coup j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment qu'on écoute plus des philosophes un peu plus modernes, parce qu'il y a plein de trucs qui ont changé quand même dans notre société, Ah ouais, et certaines réflexions de Rousseau ne sont pas trop adaptées au monde des iPhones, quoi. T'as un exemple? Là sur la Ouais. cruauté justement en fait je te cache pas que je suis quelqu'un qui fait plusieurs choses en même temps, donc j'ai écrit un mail en même temps. Ouais, Il y a une idée, j'étais là, faut que je réécoute ce passage parce que je trouve que c'est pas logique par rapport au monde dans lequel on vit. Mhm. C'était sur la société, sur là le truc de la cruauté c'est simplement que le fait est que on n'est pas cruel si la société n'existe pas.
qu'en fait c'est ça, c'est le besoin de pouvoir et de placement dans la société qui fait qu'on devient cruel, mais qu'à la base, la base de l'homme, c'est vraiment de pas avoir... son intérêt, c'est pas d'être fâché avec l'autre et d'être cruel avec l'autre, parce que en fait le but c'est de vivre en communauté, donc il y a une intelligence chez l'homme. Et donc il y a un exemple dans cette notion-là dont il a parlé sur la société, où j'étais là, ah c'est marrant, mais ça ne correspond plus à ce qu'on fait aujourd'hui, et donc cette notion devrait être revue. Si Rousseau aujourd'hui, tu vois, t'étais sur ce sujet-là. Si aujourd'hui, il ferait peut-être plus la même. Il est pas mal ce podcast, le précepteur. Ouais, j'aime bien. Il explique bien. Il parle un peu fort et des fois il m'engueule un peu. Et j'aime bien. Sur Rocky, en fait. Ce que j'aime bien, c'est que sur Rocky, il y en a un, il a fait la psychologie de Rocky. Ah oui, j'ai pas écouté. Et du coup, en fait, c'est plus concret parce que c'est un exemple presque de tous les jours qu'on a l'image. Et c'est expliqué via des termes philosophiques. On fait ah mais ouais, mais il a raison. En fait, c'est ça. Ah mais genre, c'est pas si compliqué. Dans plein d'histoires. Genre il analyse des personnages de fiction, la psychologie des personnages. En fait, il a posé une philosophie sur Rocky. Après, c'est pas que sur des films. Il explique des concepts et tout ça, mais c'est vachement cool. Donc voilà, c'est une ref. Portrait psychologique finalement de Rocky. Ouais, c'est ça. Pas mal. Vraiment philosophique. Philosophique plutôt. Ouais. Mais philosophique, quelle est la notion philosophique de Rocky dans notre société? Ouais. Ou est-ce que ça nous dégage à nous? Ou alors... Ouais, c'est ça, du battant, enfin, vraiment, on est nul, hein, vraiment. On est nul en philo. J'adore. Mais on aime bien. J'avais bien écouté. On est dans le petit bassin pour l'instant. Vraiment, on patauge. Très bien. Nos exemples sont vraiment très appréciés. Mais c'est basique aussi. Charlie Chaplin disait que le rire était le chemin le plus direct entre deux personnes. Quand deux personnes rient de la même chose, c'est qu'elles se comprennent. Qu'elles se comprennent au-delà des mots. Car le fait est qu'on ne rit pas tous des mêmes choses, et que le fait de partager le même humour en dit peut-être davantage sur nos affinités que de longues paroles. Alors, il y a cette fameuse question, vous savez, peut-on rire de tout? Oui, on peut rire de tout. Évidemment qu'on peut rire de tout. Mais est-ce que cette question a vraiment du sens? Est-ce que tu sais qui est-ce qui te fait le plus rire? Ça peut être dans la vie aussi. Hein, non, j'aime pas les classements. T'as pas? Non, ça n'existe pas. Okay. Et toi, est-ce que tu te fais rire? Ouais, beaucoup, souvent, mais des fois pas du tout. Hein. Aussi, du coup, tu vois. Ouais. Et tu cherches à te faire rire ou tu cherches à faire rire l'autre? Alors, moi, des fois, les trucs qui me font le plus rire, personnellement, c'est vraiment les trucs où je sais pas si vous avez ces petits moments, je pense que vous vous faites rire aussi à ces moments-là, où vous arrivez à libérer des choses en vous que vous faites pas dans la société. Parce que c'est bizarre de faire... Tu vois, des fois, je fais des trucs bizarres chez moi comme ça, et ça me fait exploser de rire comme les bébés, tu vois. Moi, c'est vraiment ça de base. Mentale, je suis désolé. Tu vois, mais tu peux y aller. Tu sais, des fois, t'es content pour un truc et tu vas chercher si tu vas tirer cette joie. Et t'amuser, et vraiment, tu peux te rouler par terre, il y a personne pour te dire ne fais pas ça, c'est bizarre. Et ben ça me fait kiffer et ça me fait rire parce qu'après il y a le moi social qui me regarde et qui est là, t'es folle. Et tu juges un peu. Et là je rigole. C'est marrant, en ce moment j'ai grave ces réflexions avec des amis à moi, on se dit en fait c'est hyper sain je crois de se parler tout seul et de péter des câbles tout seul. Enfin je dis oui parce que ça me rassure en tout cas. Il y a un truc qui tourne moi j'ai appris qu'il y avait des gens, ils ont pas de petite voix dans leur tête. Mais qui sont ces gens? Je sais pas si. Il y en a qui n'ont pas d'image aussi, qui n'arrivent pas à visualiser des choses. Et donc il y en a qui n'ont pas d'image de projection. Et il y en a, ils ont juste. Ils se parlent pas, et donc ils ont genre juste des images de ce qu'ils pensent. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment ils font quoi. Wow. Oui, il y a plein de façons de fonctionner. Je pense que pour le coup, c'est ça qui est bien, c'est de se rendre compte à quel point on est vraiment très différents dans notre approche du monde. Ouais. Ah, grave. Est-ce que tu saurais dire à partir de quand t'as pris la décision, enfin je sais pas d'ailleurs si c'était une décision, mais que tu t'es dit moi je crois que j'ai envie de faire ça de ma vie finalement, de faire rire? La décision quoi. On va dire une décision. Hein. Une vraie, enfin je veux dire ouais. définitif. Est-ce que je me rappelle c'est ça? Ouais, est-ce que tu te souviens du moment finalement où Oui, c'était quand je sortais de BTS en communication des entreprises. Après j'ai commencé à faire une formation web design juste après. J'ai enchaîné. Et pendant cette formation, j'étais en stage dans un hôtel aux Tuileries. Un peu de luxe et tout machin. Et je faisais du graphisme là-bas. Et je me faisais chier. Et j'étais pas bonne en graphisme en plus. Tu vois, j'étais pas technique du tout. J'appelais un pote, il m'aidait en live.
par téléphone, faire les trucs. J'étais là, ouais, fichier, ok, nouveau, ok, calque. C'était un délire. Et Donc- il t'a pas payé du coup, donc c'était toi. Non, mais en plus, le pire, c'est que c'est lui qui m'a trouvé le stage parce qu'il est parti dans une autre boîte. Et que après, Le je traquenard. l'ai fait chier. Il était encore dans cette boîte finalement. Ouais. Et non, mais après, j'étais débrouillarde et j'avais des bonnes idées, mais j'étais pas technique du tout. Et surtout, je me rendais compte que j'avais pas envie. En tout cas, pas dans ces conditions. Parce qu'après, je me suis remise au graphisme et même au montage et tout. Et là, j'ai commencé à faire des trucs intéressants. Mais je m'arrête techniquement à des choses que je sais faire et je vais pas faire du print, quoi. Et là, on me demandait de faire des cartes de restaurant et tout. J'étais là, waouh, ça va être dur. Ça va être très dur le grammage et tout. Tu sais, il y a des trucs. Je sais même pas prendre des billets de train, tu vois, sans me tromper d'année. Donc, vraiment sortir des trucs bien. T'es là, mais c'est pas du tout en relief comme je voulais. Bah merde, bon. C'est du grammage 2. Waouh. Très léger. Ah, le grammage, le mot, il Ouais, ouais. m'angoisse un peu. Tout m'a angoissé à ce moment-là parce qu'il y avait une sorte d'obligation, quoi. Donc je gagnais 475 €, un truc comme ça par mois pour mon stage. Par rapport à mon âge, j'avais un droit à un peu d'argent et tout, et j'étais là, mais quand même, c'est pas beaucoup. Et j'avais un loyer, et j'avais une vie parisienne, quoi, tu vois. Donc 475 €, tu peux pas faire grand-chose. Hein. Bah, même pas payer. Tu peux pas, hein. Tu peux même pas À la acheter des campagne, trucs tu peux, mais tu gratuits. peux pas faire. À Paris, tu peux pas. Ah, tu peux pas. Et puis j'avais déjà fait des scènes. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, je crois que là, t'as envie de le faire, tu vois. Et 475 €, je pense que tu vas te trouver dans l'humour. Je crois que tu vas y arriver. Mm. Et c'était quand même ambitieux à l'époque quand t'avais rien fait du tout et que tu gagnais pas d'argent pour ça, mais je me suis dit, bah, il suffit de tout donner, quoi. Ça devrait aller. Ouais, t'as pas eu d'angoisse particulière, tu t'es dit, mais si je me donne à fond, il y a aucune J'en raison ai que ça tout ne le temps marche des pas. angoisses, mais c'est plus par rapport à la vie qu'à mon taf, quoi. D'accord. Tu vois. Mhm. Et la première fois que t'as fait rire un public, tu te souviens cette sensation? La sensation, ouais. Je me rappelle, ça m'a rendu folle. C'est vraiment genre... j'ai pas même pris d'héroïne, mais j'imagine qu'il y a personne qui est mal dans sa vie et qui prend son premier shoot, il doit faire « Oh, c'était ça !» Tu vois, C'est bon. trop bien. Donc, ouais. Et t'es devenu accro ou pas? Bah ouais. Ouais, malheureusement, c'est un truc qui rend accro, ouais. On parle du rire, on est d'accord? Je parle bien du rien, ouais. Tu dis malheureusement, pourquoi au final? Bah, les trucs qui... Tu sais, être accro dans la vie, c'est pas... C'est pas une bonne nouvelle. Ouais, je crois pas, hein. Je crois pas, c'est vrai. Mais t'arrives à avoir cette sensation encore aujourd'hui de Ah ouais, rire? toujours. C'est ça d'être accro. C'est vrai, c'est vrai. C'est quoi qui te fait le plus rire? Comment dire? C'est quand tu vas jouer ou quand tu vas chercher justement? Quand tu vas écrire, tu sais, quand t'es chez toi, que... En fait, j'aime bien écrire quand j'ai joué. C'est vraiment une réponse à ce que... Par exemple, j'ai passé une soirée en comedy club. Après ça, j'ai envie d'écrire. Hmm. Mais ça se passe dans ce sens-là. D'accord, c'est à l'inverse. Mm. D'accord. Dans le sens où, aujourd'hui, en tout cas pour moi, avant j'écrivais beaucoup et tout avant de jouer. Là, j'aime bien avoir des sujets, parce qu'en fait, tu sais, dans la vie, tu parles de trucs avec des potes et t'as des angles et des points de vue, des opinions en fait. Mhm. Et ces opinions, tu les étires et tu discutes tous les jours avec ces gens sur ça. Donc, parce que c'est le même travail que je fais sur scène. Mm. Donc, ce que je fais dans la vie me permet ensuite d'aller le raconter sur scène sans avoir à préparer quelque chose qui est l'ordre d'une poésie. Genre, tu vois, où Ouais. tu récites et tout. Tu vois, donc le Tu premier écris à travail. l'oral, quoi. D'accord. Ouais, exactement, c'est un travail oral. Donc du coup, je retravaille après en écoutant l'audio, tu vois, j'ai fait mon plateau, je fais et puis j'ai un souvenir d'un truc où c'est pas passé, je fais pourquoi c'est pas passé ça? Et je réécoute et je fais ah oui d'accord, OK, j'ai clairement bouffé 4 mots. Ouais, c'est ça. Des fois c'est juste ça. Donc là et puis des fois c'est juste ah non, en fait, c'est pas clair mon idée. Ce que je voulais dire là, c'est pas vraiment ça, faut que je Et là des fois tu as besoin de le poser à l'écrit quoi, Hmm. comme un truc à reposer, tu vois. T'arrives avec des notions et des thèmes Mm. et tu t'écris en live, quoi. Est-ce que c'est de l'impro ou Non, t'écris pas en live, dans le sens où t'as écrit à force de parler avec les gens tout le temps, du même sujet. Ouais, ok, d'accord. Tu vois, tu commences à avoir des vannes qui arrivent en fait à l'oral. Oui, bien sûr. Donc c'est pas de l'impro. Et quand- C'est subtil, hein, Ouais. mais c'est vraiment simple en fait finalement à comprendre. C'est vraiment que tu... Par exemple, là, il pourrait se passer un truc un peu fort dans notre discussion, tu vois, qui nous fasse mourir de rire. Et je saurais le raconter parce que... ou qui me fasse mourir de rire et que je vous dise pas, tu vois. Aussi, tu vois, mon point de vue sur la situation et que je vais le raconter. Ouais. Tu sais raconter des trucs qui t'en sont arrivés. Oui, mais... Bon, ça s'appelle un après, storytelling. ouais. Ouais. Tu vois, tu sais, moi en tant qu'humoriste, je sais où c'est marrant. Mm. Et où en tout cas j'ai envie de montrer où c'est Ouais, marrant. c'est ça. Tu sais, je mets la lumière là où je trouve ça drôle. Hmm. Et comme un monteur qui va montrer exactement ce qu'il veut, quoi. Tu vois. Ouais, je vois. Donc du coup, j'ai pas forcément besoin de l'écrire. Ça, par contre, j'ai besoin après de le structurer. C'est là où le papier va être intéressant.
pour structurer. Ouais, c'est comme un architecte qui va dire moi je travaille très peu sur plan, je le fais uniquement pour les constructeurs. D'accord. Uniquement pour Ok. qu'ils comprennent que c'est telle mesure, machin. Mais moi dans ma tête le plan il se fait tout seul. Parce que c'est mon travail. Et t'as toujours fait comme ça Mais- ou c'est à force? Non, évidemment. Ouais. Parce qu'à l'école, on m'a appris, et là je te réponds en tant qu'architecte, à faire des plans et à Bah, tout c'est ça. bien noter. Et un jour, en tant qu'architecte, je me suis dit, ah, j'en ai un petit peu marre parce que je sens que mon énergie, mon essence n'est pas là. Elle n'est pas dans l'idée de m'obliger à écrire et être devant une feuille blanche, je suis assis devant un bureau. Avec la plume, comme soi-disant, on a l'image que c'est. En fait, chacun a ses méthodes. Et selon ce que t'écris, là on parle vraiment de stand-up. Mon stand-up aujourd'hui, je le fais comme ça. Au tout début, je le faisais pas comme ça parce que déjà, je venais du théâtre avant, et effectivement, j'avais appris à apprendre un texte par cœur. Mais quelque part, c'est un peu normal, c'est pas mon texte. Je peux pas juste toucher le livre et dire ça y est, je sais le texte. Tu vois, il y a un moment donné, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est un autre métier. C'est le métier de comédien, celui qui consiste à interpréter un rôle d'un texte fait par un auteur. Le métier de stand-upper, c'est pas c'est pas du tout ça, quoi. Ouais. Est-ce que là, t'es vraiment toi? Ouais. Et est-ce qu'au début, t'étais vraiment toi ou Bah tu non, faisais un du coup, c'est pour... personnage? du coup, je récitais, donc j'étais même pas moi. Et même souvent, on avait ce truc, ça nous faisait rire, quand on a évolué dans l'humour et tout avec des potes, de se rendre compte que entre parenthèses, on mettait dans nos textes rire. À des moments, tu vois. Et je veux te dire que ça fait tout drôle quand ce qui est entre parenthèses ne se passe pas en vrai. Et t'es là, non, il y a la parenthèse là. Tu mets grimace et tout pour dire que là tu vas faire une grimace, alors que en fait des fois c'est parce que tu parles, t'as une tête, tu vois, là j'ai froncé les sourcils, j'ai pas besoin de l'écrire pour savoir que, pour me remettre dans l'émotion, ou ouais, j'étais énervé, le gars il me dit ouais, j'ai pas besoin d'écrire sourcils froncés, tu vois. Sourcils froncés. Mais voilà, pour dire à quel point on était des robots, quoi. Ouais, c'est devenu beaucoup plus organique. Facile, ouais, organique. On est passé du mécanique à l'organique, quoi. Mais là, t'es encore à 100% toi ou pas encore? Jamais à 100%. Mais non, je sais même pas c'est qui je vois. Comment? Quoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est qui, moi? Ah ouais, voilà. Le précepteur. Non, mais là, vraiment, est-ce que t'es à 100% toi? Genre, je crois, je serais... Oui. Cette question, elle est vraiment drôle, quoi. T'essaies de te rapprocher le plus de toi. Voilà, dans la vraie c'est vie. un peu comme une ligne d'horizon, tu sais. Tu vois, ça s'éloigne toujours jusqu'à la mort. Après, là, c'est le vide. Mais je pense pas qu'on devienne 100% soi un jour. C'est parce que. Bah, ça veut pas dire grand chose, quoi. Oui, et puis je suis assez d'accord, c'est-à-dire je sais pas forcément qui je suis moi, perso, tu vois. Enfin, c'est super difficile de le savoir, je crois. Ouais. Mais ouais, mais. On est que par rapport au regard de l'autre, quoi. Ouais, même par rapport aux relations qu'on a avec les gens, c'est pas pareil quand t'es avec. C'est tout ça qui définit les expériences et tout. Ce que t'es avec les autres. Ouais. Finalement, on va changer de thème, on va faire philo et humour. Désolé. Non, c'est trop bien, c'est trop intéressant. Et est-ce que t'essaies de t'imposer une sorte de discipline? Non. J'ai essayé, oui. T'as essayé? Ouais, j'ai essayé, puis j'ai pas réussi. C'est-à-dire, tu disais, moi, j'ai vraiment raté le fait de mettre une discipline en place. Bah non, ça marche pas avec l'organique, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Tu vois, mais par contre, je distingue rigueur et discipline. Je suis assez rigoureuse, mais je suis pas disciplinée. Ok. C'est quoi ta nuance? Ben, je sais pas, j'ai une espèce de rigueur dans le fait de pas être discipliné, quoi. Tu vois ce que tu veux dire? Là, tu m'obliges à pas travailler. Non, dans le fait de me rapprocher de plus, tu vois, de ce jeu-là. Ouais. D'avancer vers la ligne d'horizon, quoi. C'est j'ai une rigueur à ne pas arrêter. Ok. Parce que il y a une difficulté à être authentique, je pense. Parce que je viens ouais. Moi je pars de l'éducation et de la culture du mensonge. On vit dans une culture du mensonge, on n'est pas très franc, les gens sont pas très honnêtes. Et dire des choses simples comme, tu sais, j'ai pas envie de passer la soirée avec toi ce soir, sa meuf, on dirait que c'est une dinguerie. Tu vois, et donc j'essaie vraiment d'être authentique, et donc je suis rigoureuse là-dessus. Mais la discipline qui consisterait à me dire qu'aujourd'hui, à tout jamais, je serai une personne disciplinée, ça m'a angoissée. J'ai essayé de me mentir à moi-même pour me dire demain j'arrête la weed, pour tu sais, des trucs où tu te mets des trucs en disant deadlines et tout. Et en fait c'est là où tu ne seras jamais toi, en fait. Ouais. Il faut se déconstruire de ces choses-là qui consistent à dire qu'il faut. Et tu vois le délire? Ouais, bien sûr. Bah, c'est des schémas qu'on nous a un peu inculqués par peut-être par les parents, même l'école même en vrai. Et puis, bah oui, non mais l'école, la société, les parents, tout ça, et puis après
pense qu'en fait, ouais, c'est ça. On se construit par des gens qui vont nous construire. Et derrière, quand tu dis, hey, peut-être que je suis pas ça, tu déconstruis. Et tu fais le chemin à l'inverse. Et tu descends et c'est pas forcément évident. Et c'est là où je mets de la rigueur. Okay. Sur cette déconstruction. Ouais. Donc, dans ma déconstruction, effectivement, il a fallu apprendre que j'étais pas discipliné. Mm-hmm. Et ça marche. Ouais. Yes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le stand-up, c'est un tout. Ça passe du débit de parole à la gestuelle en passant par l'attitude. Est-ce que tu l'as senti quand tu as fait de la radio? T'as fait le Move, t'étais avec Romanoff aussi. Ouais. Est-ce que t'as senti que c'était que la voix et est-ce que ça t'a limité? Bon, moi, de toute façon, j'avais clairement un problème à la radio, c'est qu'on comprenait pas ce que je disais. J'articulais absolument pas. Je pense à Anne Romanoff ou d'ailleurs au Move, ouais. Enfin, si, ça allait encore, mais j'avais pas la voix bien placée encore. Je parlais assez haut, tu vois, je sais pas, il y avait une voix, c'est hyper bizarre. Je parlais un peu comme ça, tu vois, et c'est super. Enfin, je pourrais même pas la refaire tellement cette personne était gênée. Et puis j'étais plus stress, plus speed, plus en force, plus dans la discipline. J'apprenais mes textes par cœur et en fait je voyais flou après. T'arrivais même pas à le lire, tu connaissais la moitié par cœur, quoi, justement, parce que tu dis, je peux lire. Et donc je savais plus lire à ce moment-là. Donc la gestuelle, tu gardes en fait qui t'es. Quand tu parles quand même, il n'empêche que malgré tout ça, je gardais des mouvements. Alors, ça me permettait de dire aidez-moi avec des grands gestes comme ça. C'était un appel au secours, quoi. Et c'est ça. Je t'accroche à la table, au voisin, tu le frappes. Et il y avait un chroniqueur comme ça, Willy Rovelli, qui avait une fâcheuse tendance à me frapper à chaque fois qu'il faisait une blague. Tu sais cette à chaque fois il est mets ton stress ailleurs, frérot. Je dis vraiment, non, mais je le disais même dans des chroniques, faut arrêter de me taper, monsieur. Faut vraiment arrêter. T'es là, les trucs un peu en forme. Ah, on rigole bien. Là, c'est un coup de coude en fait. Ça fait mal, c'est une béquille. Et donc, oui, on a tendance à faire de la gestuelle, soit paniquer, soit une gestuelle qui reste la nôtre, parce qu'on vit la chose et qu'on vit notre texte, et qu'évidemment, même si on ne nous voit pas, quoique on est passé à l'ère, moi, où j'ai fait de la radio, où on était filmé. Oui, c'est ça. Donc, clairement, si tu faisais attention à comment t'étais. Ouais, mais c'est quand même un public audio, quoi. Plus. Ouais, mais à partir du moment où t'as une caméra devant toi, tu le sais, hein, tu vois ce que je veux dire, il y a quand même il y a un œil sur toi, il y a quelque chose qui te regarde. Mais non, ça change pas, normalement. Ouais. Et t'aimerais refaire de la radio? Pas forcément. Non. Pas trop. Ah, c'est la scène, quoi. Ouais, j'aime bien, Je crois que j'aime bien ça. Je crois que j'aime bien ça. Pas spécialement, tu vois, franchement, moi, en fait, j'irais forcément à un projet s'il y a des gens avec qui ça se passe, c'est cool et c'est marrant. Si j'apprends quelque chose et si je m'amuse, grave. Ouais. Mais ça peut être de la radio comme de... C'est ça dépendra du projet. Comme de l'escalade, quoi. Moi, tu vois. Tu veux faire de l'escalade? Ouais. Chaud. Ouais, ça dépend plus du projet que du format. Oui, exactement. Des gens. Exactement. Et puis des gens qui accompagnent. Ouais, ça peut vraiment être un album de métal, mais faut vraiment me séduire, quoi. Wow. Non, mais tu vois, s'il y a un vrai projet cinématographique avec des clips dedans, un vrai délire, avec la musique elle est chambée, faudrait qu'on propose de faire un rôle là-dedans, bah pourquoi pas. C'est un appel à projet, là. Ouais, c'est très précis, hein. C'est hyper précis. Il s'avère que justement... T'envoies un mail demain. En 2016, t'as tourné un super documentaire sur le stand-up français, que je me mate de temps en temps. Ça fait plaisir. C'est marrant de voir, par exemple, Roman Frécinet remercier Baptiste Le Clapin. Enfin, c'est des images folles. Est-ce qu'il y a une suite à ce projet? Une partie 2? Oui, grave, une partie 2, totalement. Ouais. Et c'est en cours ou Ouais. Parce que j'avais une question, c'est tu penses voir quoi dans ce documentaire voir quoi? Ouais, entre l'évolution. Les comédie clubs. Ouais. Parce que quand on a commencé, il n'y avait que le Paname dans le documentaire. Ouais. Tu vois, avec le Jamel évidemment, mais dans les grandes institutions. Et puis là, l'arrivée des comédie clubs montés par des humoristes, quoi. Ça, c'est cool, quoi. Et puis ça a été en Paris, comme en France maintenant. Ouais. Ça va être un peu le grand axe, ouais. C'est le Comedy Club qui va être le centre du stand-up. En fait, ça veut dire quoi, le Comedy Club? Ça veut dire qu'on a enfin des terrains de basket pour jouer au basket. Ouais. Parce qu'en gros, c'est ce que je disais, je crois, dans le documentaire. Je crois que je l'avais dit à un moment, c'est comme jouer au foot sur un terrain de basket, quoi. On jouait dans des théâtres ou dans des fichas ou dans des lieux qui n'étaient pas faits pour le stand-up. Alors, il y a des, tu vois, c'est une différence aussi dans le public, j'imagine, parce que du coup, parce qu'on peut aider. Public averti, quoi. Voilà, c'est ça, on peut créer une autre culture
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des lieux dans lesquels on peut s'entraîner, donc améliorer notre écriture. Ça veut dire aussi des humoristes qui montent des clubs, c'est-à-dire des humoristes qui deviennent aussi des gens qui font des affaires. Donc ça veut dire que le marché, il se développe. Il y a plein de choses autour de ça qui font grandir la culture du stand-up et qui me rendent curieuse de la suite, tu vois. Ouais. Et du coup, ça fait qu'il y aura plus de monde, Trop bien. plus de concus aussi, plus d'humour, je sais pas comment... Non, pour que j'ai de la concurrence, il faudrait qu'on clone ma personne et qu'elle me déteste et qu'elle veuille vraiment m'écraser, tu vois. C'est ma seule concurrente, c'est vraiment... c'est moi. Clone maléfique. Est-ce que tu penses que genre, la multiplication de tout ça, ça va apporter des effets négatifs aussi? Oui, forcément. Comme... Je sais pas moi, tu peux pas me poser la question. Je n'avais pas pensé à mal avant ça. Je ne sais pas. M'oblige à penser à mal. Non, mais forcément, quand un truc grandit, il y a des choses qui changent et les mouvements, des fois, ça perturbe et donc ça crée des. Tu vois. Ouais. Mais d'une manière générale, c'est ce qui est vraiment chouette, c'est de rencontrer notre public et surtout pas que à Paris. Et de voir le stand-up s'étendre partout en France. Moi, le seul truc positif que je vois, c'est surtout qu'on désengorge Paris. Qu'on est en train de faire vraiment mon souhait le plus profond, c'est de faire du stand-up à la campagne. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu nous dis pas, c'est vraiment que tu es en train de faire une maison actuellement, mais un immense comedy club finalement en fait. Tout le monde va venir faire du stand-up à la campagne. Nouveau projet. Je ne répondrai pas à cette question sans la présence de mon avocat. On parle des comedy clubs, du coup ça me fait penser à ta participation à l'écriture de la série Drôle avec Fanny Herrero. Je suis pauvre. Ah, c'est pas pratique d'être pauvre. Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit ah désolé j'ai pas de monnaie, bon courage, bonne journée. Ça n'allait pas être bien. Bienvenue au drôle. Je fais du stand-up. Et du coup t'es drôle quoi. J'essaye bien sûr. Après je me dis que j'aimerais essayer autre chose. Tu veux faire du stand-up? Je sais plus qui tu es. Tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? T'as kiffé faire ça? Ouais. C'était chouette. J'avoue vraiment, je viens de rentrer de campagne, j'ai pas des grandes phrases tant qu'on me lance pas de ouf. C'était chouette. Prenons de l'élan, allons-y. J'imagine que c'est dur à filmer du stand-up. Est-ce que t'as pensé à ça aussi dans l'écriture et dans le coaching aussi, parce que tu as fait du coaching de stand-upper. Ouais. Est-ce que c'est différent de jouer devant un public, enfin d'écrire pour un public, que d'écrire pour la télé? Ouais, une série. Attends, il y avait beaucoup de choses. Tu m'as dit beaucoup de choses de ouf. Désolé. Attends. Parce qu'en fait, il y a une différence entre travailler parce que tu as fait du coaching. Oui. C'est ça. C'est ça. Préparer aussi. T'as pensé au public ou t'as pensé à la caméra? Ok, d'accord. Ça, c'était mieux. Moi, j'ai pensé aux acteurs. Parce que j'ai coaché les acteurs. Du coup, je voulais vraiment qu'ils comprennent le travail de stand-upper. Parce que en plus, comme c'est un métier populaire, on a l'impression qu'on connaît déjà. Donc les acteurs, il fallait les séduire sur l'idée qu'ils connaissaient pas et qu'ils allaient apprendre beaucoup déjà, parce que c'était pas gagné. Est-ce que t'as senti ça? Bah oui, parce qu'en fait c'est populaire, donc tu dis, c'est comme si on dit mais tu vas jouer un rappeur et t'es là, ouais c'est bon je connais, t'es là, non mais est-ce que tu connais vraiment les dessous du rap? Est-ce que tu connais vraiment comment on travaille un texte? Est-ce que tu connais vraiment tu vois? En l'occurrence aujourd'hui on en connaît plus sur le rap que sur le stand-up. Donc la culture est encore à découvrir, et il y a parfois un peu un truc de non mais je connais déjà, et puis effectivement ils ont découvert plein de trucs, et ça c'était chouette, c'était une vraie rencontre artistique avec des acteurs, et comme je suis actrice aussi, c'était ça qui était très important pour moi, c'était qu'ils kiffent, qu'ils comprennent ce qu'ils foutaient sur le plateau, quoi. C'est-à-dire que en vérité moi j'étais pas là pour les coacher en tant qu'acteur, j'étais là pour les coacher sur les parties stand-up, mais ils avaient aussi un coach d'acteur par ailleurs. Mais en tout cas, pour que ça puisse justement résonner dans leur travail avec le coach d'acteur, il fallait vraiment qu'ils comprennent, tu vois, psychologiquement, comment pense un stand-upper, qui il est, tu vois, tout ça, il fallait le définir ensemble et tout, et ça, c'était un vrai travail intéressant. Après, l'acteur, il fait son travail d'acteur pour le restituer au public et à la caméra. Moi, c'est pas mon travail, ça. J'étais pas à la réalisation. J'avais un métier bien précis, là, c'était coacher les acteurs à faire du stand-up. Comme j'ai plus souvent coaché des gens dans des ateliers de stand-up, soit des humoristes professionnels, soit des humoristes, des gens qui ne sont pas du tout humoristes et qui veulent pas le devenir pour faire des ateliers de découverte, tu vois. Donc j'ai vraiment tout cet éventail-là.
Là, le but, c'était de faire comme si ils voulaient devenir professionnels et qu'il fallait qu'ils soient vraiment marrants. Ils ont fait un stage très compliqué, au c'est campus, un vrai métier. c'est ça Ils ont fait quelques jours au campus. Ils sont passés par le campus quelques jours parce qu'on y était. Du coup, on en a profité pour les faire jouer à ce moment-là, parce qu'en plus, on était en plein confinement, donc il a fallu des règles de sécurité, tu vois. C'était un peu compliqué à mettre en place, donc ils sont venus quelques fois. Ce qui leur a permis de rencontrer, malgré le confinement, des humoristes et créer un peu l'ambiance d'un comedy club pour qu'ils jouent et se mettent en situation. Je les ai mis dans des situations un peu compliquées. Et c'était cool parce qu'ils ont vraiment mis du cœur, puisqu'ils avaient du stress, du trac avant de jouer et tout. Donc tu sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui se jouait. Et on n'était plus dans des acteurs qui allaient faire des acteurs. Ouais. Et là, je commençais à m'éclater, quoi. Tu vois, c'était même presque frustrant. Déjà qu'il n'y ait pas de saison 2. Ouais, c'est vrai. vraiment, c'est ce que parce j'allais dire. que le travail, tu vois, à mener aurait pu être encore très intéressant. Mais déjà, même frustré de la première saison où j'aurais bien voulu même faire 2-3 mois encore. Parce qu'en fait, tu te dis, mais c'est un vrai métier le stand-up, tu vois. Ouais, il y a des trucs à exploiter encore, quoi. Tu vois, après c'est cool, le grand public lui il voit pas ça, mais c'est comme j'imagine un film sur les policiers où t'as pas où le mec il tient mal une arme et qu'un policier voit ça et il fait c'est pas du tout comme ça qu'on tient son arme. Ouais, mais tu c'est vois. ça. Bon, forcément on retrouvera ça un peu dans notre milieu de stand-upper où nous on voit les défauts de la chose. Mais en tout cas j'étais hyper humainement heureuse de rencontrer ces acteurs. Fanny Herrero aussi qui a voulu parler de notre métier. Finalement à travers ces 4 personnages, mais c'était vraiment une rencontre avec des acteurs, ouais. Ouais. Et la série en tant que telle, tu l'as aimée sur sa représentation du stand-up à Paris notamment? J'ai trouvé que c'était juste, en tout cas c'est pas notre milieu, mais c'est pas notre milieu, c'est-à-dire qu'elle a réussi à créer un monde parallèle de stand-up, parallèle, j'entends, ces mecs-là on les a jamais vus dans notre milieu, et ça m'a fait un peu rire d'ailleurs le 20 minutes qui a essayé de faire des fact-checks pour voir à quel point tel personnage ressemblait à telle personne dans la réalité. T'es là, mais c'est tellement... En plus, ils ont toujours relié à des gens qui ne sont pas du tout du milieu du stand-up, mais qui sont dans le milieu du spectacle. Ouais. Et ça, t'es là, oui, vous avez pas du tout compris ce que c'est pas grave. Mais ça ressemble à personne, en fait. Et ça ressemble à tout le monde. Tu vois, t'es là, bien joué. Et effectivement, ça respecte. C'est pour ça elle a fait appel aussi à des stand-uppers pour qu'on puisse lui donner notre vision sur la crédibilité de certains passages, de certaines scènes, certains mots qui sont dits, certains échanges. Est-ce que ça correspond au champ lexical du stand-up? Est-ce qu'on aurait dit ça? Est-ce que la situation est crédible? Là-dessus, elle a été hyper respectueuse et bienveillante. Ça a été aussi malin de prendre des gens qui sont pas de stand-up. Ouais, totalement. Ça aurait pu être un piège de prendre justement des stand-uppers et ça participe à la création de cet univers aussi, quoi. Ouais. Alors, un piège, je sais pas, mais parce que je pense qu'on aurait été aussi hyper étonnés de voir des stand-uppers hyper bons acteurs. Oui, ça y est, ça aussi. Mais pour le coup, il aurait fallu connaître ce milieu, tu vois. Et puis après aussi plaire aux diffuseurs, ça c'est aussi des étapes qu'on peut pas nous maîtriser, mais en tout cas, il y avait d'ailleurs des stand-uppers au casting. C'est juste que après il y a plein de choses à penser, comme est-ce que cet acteur va avec cette actrice, est-ce que tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais on aurait pu avoir des super tant que les stand-uppers engagés soient des très bons acteurs. Oui. Et ça aurait pu être chiant, mais il aurait fallu pour ça que ça soit de très bons acteurs. Et il y en a. Oui, bien sûr. Puis malin aussi d'avoir pris des comédiens qui sont pas encore, et ils vont le devenir. Ça c'est cool, ouais, de révéler des gens connus, tu vois, c'est intéressant. Parce que moi perso, je les avais, pourtant je suis pas mal, mais je les avais jamais vus les trois, tu vois, les trois principaux. Et tu les vois, déjà ça joue plutôt très bien. Et du coup, ils sont pas identifiables, tu vois. Des petits clins d'œil avec des vrais stand-uppers. Ouais, carrément. Oui. Qui sont sympas. Bon, c'est dommage. J'espère qu'ils vont changer d'avis. On fait une pétition peut-être si on lance une pétition. Peut-être, je sais pas. T'as aussi monté une boîte de prod. Et donc, en tant que productrice, c'est quoi qui te fait rire? Tout. Alors là, pour le coup, tout est en bas, mais c'est l'humoriste qui rigole, c'est pas la productrice. Ah voilà. Ah bah non, c'est pas la même personne. Mais en tout cas, ce qui fait rire l'humoriste, vous m'avez mis dans une situation particulière. Il faut vraiment que j'aille voir si j'ai pas TDI, moi. Ce qui fait, en tout cas, rire l'humoriste dans la situation, c'est que les rapports sont hyper intéressants. Le monde du travail, quoi. Le monde du travail, le rapport employé-employeur est assez drôle, notamment. Moi, je trouve parce que l'argent définit tellement notre monde
que moi je vois des choses, vu que je suis artiste de base, j'ai monté une boîte de production pour mettre en place mes projets artistiques, pas pour dire que j'ai une boîte de production. Oui, bien sûr. C'est vraiment parce Pour que être libre. ça va ensemble, ouais. C'est un package, quoi. Mais du coup, je me retrouve donc dans des situations un peu bizarres pour moi, tu vois. Qui est pas ton métier. Ouais, tu vois, moi j'ai des vraies conversations philosophiques avec des gens qui sont là, mais du coup, tu me gardes ou pas? Je suis là, je sais pas, c'est à toi de voir si tu veux être gardé ou pas. Tu vois, vraiment, je me rends compte. T'essayes de brain un peu pour Ouais, quand et on là a j'essaie de dit- fusionner pour pas être un employeur d'à côté. C'est vraiment d'être la plus moi possible, dans ma vie aussi comme dans mon stand-up. Et c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident, il y a des vrais conflits internes. Tu vois, je vois bien que la personne attend de moi que je sois comme un parent qui lui donne son argent. Et moi, je me dis, mais il y a des gens. Là, par exemple, j'avais un employé et je l'ai regardé à un moment donné. Je lui dis, mais tu sais, tu peux te mentir toute ta vie sur le fait que tu veux que t'es un employé, que t'es un suiveur. Mais là, clairement, vu le rapport qu'on a, t'as clairement besoin de mener ton projet. Ça fait un moment donné que tu me parles de. Il était en production. Hein. À un moment que tu me parles quand même de monter ton podcast, peut-être que tu devrais arrêter de nous emmerder ici et de monter ton propre podcast en fait. Peut-être que tu as peur et que du coup ta peur te fait réagir d'une façon qui est logique, c'est-à-dire par rapport à l'expérience de ta vie qu'on t'a donné, c'est et un travail, un contrat, et... mais en fait t'es pas heureux et du coup tu me rends pas heureuse et du coup tout le monde ici est très triste à cause de toi. Non mais... ouais, mais on parlait de l'honnêteté vois, tout à l'heure, tu vois. C'est ça dont je parle quand je parle d'honnêteté et ça peut être flippant. Donc du coup je dis, bon on arrive à la fin du contrat aussi pour la personne, je dis là franchement je vais pas te reprendre pour toutes ces raisons et bonne chance et j'espère que tu reviendras vers moi si t'as besoin d'aide pour te conseiller, etc. Parce que là on sera tous les deux à la bonne position. Mais là aujourd'hui t'attends de moi que je sois un vrai employeur qui consisterait à répondre à toutes tes attentes au machin, j'ai l'impression que c'est même moi qui suis ton employé maintenant, tu vois. Alors qu'en fait c'est juste que t'es pas content de là où t'es. T'es pas au bon endroit. Voilà. Il faut que tu te le dises au lieu de me reprocher des choses. Sur comment moi je m'occupe de ma boîte. Tu vois. Et au final, ce garçon il a monté son podcast. Et ça cartonne et c'est trop cool. Et puis il a rencontré plein de gens dans ma boîte et du coup il a pu inviter plein d'humoristes. Et il continue de le faire. Et il a appris plein de choses sur l'organisation, de comment on achète. D'ailleurs il a acheté les mêmes micros parce que je vais conseiller ces Rhodes que vous avez devant vous parce que j'ai ça aussi. Je dis et puis de fil en aiguille et machin. Et puis il appelle les gens qui bossent dans la boîte aujourd'hui avec moi. Et puis tu vois. Donc c'est ça qui fait rire quoi. C'est tout ce truc où t'es en mode ouah c'est compliqué quand même d'être soi-même hein. Entre les gens qui disent je parle encore avec mes parents et ma tante mais alors que ça me fait bien chier, ils sont toujours en train de oui puis je dois faire ce travail et t'es là, ça là un peu marrant les frères hein. Est-ce que c'est dur de créer un lieu destiné à rire? Parce qu'on imagine que tu as joué dans plein de scènes. Intéressant. Dans plein de scènes. Pourquoi précisément destiné à rire? On imagine que tu as joué dans plein de scènes, tu disais tout à l'heure, les chichas, etc., qui sont pas des lieux destinés à rire. Et est-ce que ça a un vrai impact sur la vanne? Oui, c'est vrai. Un lieu qui est destiné à rire et un autre lieu qui est pas pensé pour rire. C'est clair que ça a un impact. Ouais, c'est sûr. C'est ouais, c'est sûr et certain que ça a un impact sur comment il y a une configuration particulière pour faire des blagues, pour s'entraîner à faire des blagues en tout cas. Il y a des lieux qui sont faits pour faire prester comme on dit. Donc c'est-à-dire genre balancer ton truc sûr que tu connais parce que c'est une grosse salle, parce que le son est particulier, parce que c'est haut de plafond, parce que tu peux pas créer une cohésion, parce qu'il faut y aller, parce que peut-être avant toi il y avait quelqu'un qui s'est bidé et que du coup il va falloir que... Le contexte est hyper important. Ouais. Et donc du coup le lieu dans lequel tu joues a son importance. C'est un peu, en tout cas le Comedy Club, il a un peu les mêmes critères, presque les mêmes critères que le Café Théâtre, mais c'est pas les mêmes tout à fait. Parce que la scène de stand-up elle doit avoir un rapport avec le public qui soit pas un rapport de trop grande hiérarchie. C'est-à-dire que la personne dans le public doit pas avoir à se casser le cou pour regarder, elle doit être aussi assez bien assise et proche et pouvoir boire un verre aussi. Donc tu vois, il y a tout ce truc là, c'est pas une option. En fait, c'est vraiment partie du Comedy Club, mais c'est surtout le côté café de théâtre. T'as ce côté représentation où tu vas être un peu dans le rapport scène-public qui est proche du théâtre, où t'es un peu plus haut. Ouais. Voilà. Et t'as pas besoin forcément d'avoir comment ça s'appelle, une lumière dans la salle pour voir le public.
Tu peux avoir juste une face sur l'acteur, l'artiste qui va balancer. Café théâtre, dans sa définition historique, c'est en gros l'endroit où on faisait de la poésie, de l'humour, de la chanson. En fait, c'est un endroit où on était multiculturel et ça répondait un peu à l'élitisme du théâtre. Ouais, d'accord, ok. Et puis après, le Comedy Club, il est né, il y a quelques années là, pour répondre aux besoins du stand-up, qui est une branche particulière de l'humour. Donc en fait, c'est vraiment différent. Et donc oui, il y a des caractéristiques et une configuration particulière à un comedy club, bas de plafond, proche des gens, une scène pas trop haute, des lumières en fait qui ne changent pas entre des sketchs ou etc. Toujours la même face pour la personne éclairée sur scène. Un micro et des gens. Et un tabouret. Et un tabouret, c'est optionnel. Donc t'as pensé à tout ça quand t'as fait le... Ouais, et puis des loges aussi. Ouais. On n'avait pas encore ça à Paris, nous. Ouais, C'était la première fois qu'on avait des vraies loges. Wow. En Paris. Je suis assez fière d'être la première femme noire. Tu sais, tu pourras faire un tag avec ça. Première femme noire à faire des loges pour les artistes de l'humour, du stand-up. Waouh, c'est une belle plaque. Ouais, on pourrait mettre ça, son épitaphe. Avec des WC, avec des vatères, Wow. et une kitchenette. Et la kitchenette Oui. On peut faire des pâtes dans la loge, quoi. On peut faire des pâtes dans la loge. Ça, s'il y a une machine à café. T'as des souvenirs, t'as un souvenir d'une salle, sans la nommer forcément, mais où ça a été plus compliqué, parce que justement, peut-être pas proportionné ou pas faite pour. Le souvenir de la salle que j'ai où ça s'est pas bien passé, c'est vraiment lié à moi. C'est vraiment pas lié à la salle. C'est parce que, comme je l'ai faite plusieurs fois, cette salle Stravinsky à Montreux, au début, je me croyais que c'était la salle, mais en fait, j'ai cartonné quelques années plus tard. Donc, clairement, c'était le sketch. C'était moi. J'ai regardé le replay, je me suis dit, ah ouais. Non, mais en fait, c'était un sketch qui était pas adapté. Je commençais ma carrière et puis j'avais un sketch qui marchait de ouf en France sur les produits discount qui étaient toujours en bas de rayon. Tu sais, et il y avait toujours le logo du pouce. Et ça fait un peu mal quand t'es pauvre et quelqu'un qui te fait super. Ouais, c'est vrai. J'avais décrit tout ce truc-là de dire ils auraient pas dû mettre un pouce, ils auraient dû mettre un doigt, tu vois. Et là, tu te casses le dos, t'es pauvre, tu dois te baisser. Et toutes les feintes que tu fais pour acheter tes trucs de pauvre, parce que maintenant ils ont changé ça d'ailleurs. J'ai vu que c'était un peu T'es plus à hauteur d'homme. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont changé la psychologie c'est vrai. Du truc. Mais parce que j'ai cherché un truc dans un rayon sans marque et j'ai dit ah ouais mais non c'est en haut d'accord ok. Pas de grand. Mais à l'époque il fallait faire des feintes, tu vois, il fallait faire genre je prends un truc en haut et dès que les gens ils s'en vont, hop tu te baisses vite fait, tu prends tes pattes là et tu t'en vas. Les échos plus. Donc voilà, ce sketch il marchait bien pour les pauvres de France et en Suisse il était là, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Pas pauvre. Ouais, voilà, logique quoi. Donc s'adapter à la région où tu vas, c'est très important sur les soignants. Tu fais une transition parfaite, t'as joué un peu partout aussi dans le monde. Ouais. Au Canada, au Montreux Festival, bien évidemment. Ouais, c'est tout. Haïti, mais ouais, c'est Haïti pas aussi. très bien passé. Bah si, c'était sympa. C'est moi qui ai déconné à un moment donné, mais sinon le séjour était sympa. Tu sens une différence. Tu sens une différence au niveau du public, justement? Ou Haïti, genre vraiment genre, really? Non, partout où tu vas. Ah, non, oui. Et même à l'intérieur de la France, est-ce que tu sens une différence? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu sais, au Barbès Comedy Club, d'une soirée à l'autre, ce public est différent. Ah ouais. Ah bah oui, les gens sont différents. C'est vraiment d'autres gens. Non mais du coup, ça change tout. Ouais. Bah ouais. Et tu t'adaptes ou En plus, c'est pas le même jour. Tu vois. Non, mais le monde avance tout le temps. C'est vrai que c'est ce que je veux dire ou pas? Et non, mais c'est vrai. C'est que il y a des salles dans lesquelles tu peux, comme on disait, Montreux et tout, cartonner et le lendemain, pas du tout. Donc ça dépend de beaucoup. Il y a 1000 facteurs qui font que. Et tu t'adaptes ou tu fais quand même la même chose? Alors justement, c'est ce qui était très drôle. Je crois que ça fait partie des expériences. Mon sketch à Montreux où je me suis planté, où je me suis dit, voilà pourquoi il faut pas prendre tes textes par cœur. C'est parce que vraiment j'avais une metteur en scène et tout, et que j'adore Julia Duchossois, on a fait des super choses ensemble, mais on avait tout verrouillé, tu vois, en termes de mise en scène. C'est comme ça que j'apprenais quoi. Et vraiment je sens que le bide est là et ça, il commence à crépiter sous mes pieds. Et vraiment je suis incapable de faire autre chose. Bah oui, c'est mon texte. Et après, je sais que je dois aller à côté court maintenant. Faut que j'y aille. Allez hop, fais mon sketch et tout. Et je peux pas sortir de là. Alors que maintenant, quelque chose qui se passe comme ça, tout de suite, je dis bon, ça se passe mal, on est d'accord. Tu vois, et là, les gens ils rigolent. Parce que tout le monde fait oh, merci. Ouais. Et on passe à autre chose, quoi. Ouais.
Voilà. T'es plus en capacité de rebondir maintenant avec. Ouais, maintenant que j'ai accumulé de la matière. Je rebondis dessus. Toutes ces expériences. Et toi, t'arrives à être un public de stand-up? Oui, de moins en moins. je fais des fins de phrases bizarres, je l'admets. J'écoute moi aussi ce que je dis. Je suis d'accord avec moi. Ouais, c'est pas mal ça. De moins en moins. Ouais. Mais ça te... non, mais il y a des périodes. Il y a des périodes au fait où tu... C'est ça en fait la fin de la phrase. Il y a des périodes où tu... Et du montage. Tu peux laisser comme ça. Ah, bah oui. Ça donne un peu l'état de la personne. Ça sera comme ça. Il y a des périodes où je regarde beaucoup de stand-up, j'en mange quoi. Et puis tu sais, c'est quelque chose que j'aime fort, donc des fois c'est fatigant d'écouter des gens parler et poser qu'ils ont raison. Et taisez-vous. Je suis en scène. Il a raison. J'aime bien regarder les copains aller voir en public. Ce que j'ai de plus en plus de mal à faire, c'est les vidéos. Ouais. Mais parce qu'en fait, on en a tellement. Bah oui. Et que moi, j'ai jamais été très geek d'une manière générale, donc c'est pour ça que j'en veux pas trop aux gens de pas regarder mon travail. Parce que vraiment, non, mais ce que je veux dire, c'est. Il y a vidéo et vidéo, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais c'est. On a 1000 contenus, des fois, t'es sûr, toi, t'as un truc à dire bien. Sûr, hein. Parce que je vais prendre du temps quand même. Trop le temps là, ouais, c'est ça. Tu peux regarder 2 trucs en même temps. C'est le fait qu'on soit trop happé par 1000 trucs en vidéo, surtout. C'est ça? Ouais. Donc, et puis ça, c'est... Il faut que je retravaille plus mon anglais. quoi. En vérité, c'est ça ma frustration, c'est que j'ai perdu beaucoup en anglais et que je suis plus capable d'écouter des audios. Tu vois, sinon je ferais ça en fait. C'est juste le fait de me poser là. Tu vois, je parlais, les Américains. Ouais, oui. Enfin, en tout cas, les anglophones. Ou d'autres pays d'ailleurs. Donc là, il faut clairement les sous-titres. Parce que après, mais voilà, tu vois. Donc ça me frustre un peu. D'ailleurs, j'ai un peu envie de refaire du stand-up en anglais. Parce que juste, faut s'y remettre, quoi. Des fois, tu perds un peu des sports que tu pratiques plus. Bah oui, c'est le cas. Donc du coup, c'est ça. Je pense que j'écouterais plus en audio, en marchant, en faisant comme t'écoutes un podcast, tu vois. Mais en stand-up français, malheureusement, on se voit beaucoup. Et on n'a pas encore ce marché-là qui développe de l'audio avec des nouvelles personnes que tu connais pas encore et tu découvres son audio. Surtout, et il est cool, tu vois. Ouais. Donc t'en vois pas mal, du coup, en France. En fait, je nous reproche un peu de faire beaucoup de vidéos d'impro. Ah oui, genre à ce moment-là, ouais. Tu sens que c'est... c'est là où Haroun, il est fort. Il va te sortir une vidéo, il a travaillé son sujet, ça fait plaisir. C'est pas le genre de personne où on se dit quand on clique, même si c'est pas l'humour dont je suis ultra fan, je sais que ça va être un bon travail et je vais écouter un bon propos. Et ça fait plaisir, c'est qu'il a bossé. Il y a un jour où j'ai vraiment donné de bon cœur, il y a un jour où vraiment le mec il m'a impressionné, il avait mis une pancarte avec marqué une pièce SVP et il était pas là. Et là je me suis dit mais génie. Ça se trouve il en a 8 comme ça dans le quartier. Oui. Là c'est le mec il est micro-rentier, tu vois. C'est magnifique. Ça se trouve même il bosse au-dessus. J'ai dit c'est pour le parc-mètre, tu vois. Un sou est un sou, hein. Ah, j'ai mis 10 €, j'ai dit attends, c'est plus la mendicité, c'est l'entrepreneuriat, j'ai investi. Donc on devrait des fois peut-être faire moins de vidéos. Bon après je sais qu'il y a la monétisation. Mais Verino il faisait ça aussi à ses spectacles, il faisait... Alors c'est autre chose, ouais, mais c'est pour ça que j'aime bien parce que il l'a conceptualisé lui du coup. On montre bien que c'est pas un stand-up... C'est pas de l'impro, mais c'est du contenu exclusif. C'est comme la chronique quoi. Ouais. C'est dit donc internet, tu vois, il l'écrit comme une chronique, il le travaille bien. Et il crée des vannes sur le sujet. Mais ça reste une forme de stand-up un peu parce qu'il y a... Ouais c'est ça, mais j'aime bien le côté conceptualisé pour internet, il est bien foutu son truc. Ouais c'est tu vois cool. Mais en plus il va chercher des sujets tout le long un peu d'actu. Donc c'est un exercice. C'est un exercice qui est cool. Il se donne un exercice hyper intéressant. Je suis au Grand Rex et je suis venu en vélo. Et ouais, enfin je croyais que j'étais venu en vélo, pardon, parce que je suis à 5 km, j'ai pédalé les gars. Je suis arrivé, j'ai essayé de l'attacher et en fait c'était un sanglier. Bah oui, du coup je voudrais vraiment soutenir tous les chasseurs qui confondent les cyclistes. Bah ouais. C'est vrai, moi cette semaine j'ai décidé de parler évidemment un peu de la chasse, parce que vous avez vu ce qui se passe depuis 10 jours. Hein. Ah ouais, il y a un cycliste qui s'est fait tuer, il y a un chasseur qui s'est fait tuer, il y a 2 surfeurs qui ont été pris pour cible. C'est-à-dire qu'en 10 jours, il y a 4 êtres humains qui se sont fait tirer dessus. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si tu veux être tranquille dans une forêt, vaut mieux être un sanglier, d'accord? Il y a que les sangliers qui kiffent, ils sont dans les fauteuils. Comme les fauteuils du Grand Rex. Voilà, et hop.
Courez pas trop loin, les enfants. Vous voyez là-bas? C'est des chasseurs, ils peuvent vous prendre pour des cyclistes, hein. On a évoqué drôle tout à l'heure, mais c'est pas ta série. Est-ce que t'aimerais, toi, à un moment donné, réaliser éventuellement une série, mais ou alors un film, peut-être? Passer à la réalisation. Ouais, j'aimerais bien. Hein. Ouais. On avait oublié déjà. Oui, c'est vrai. Non, mais pour le coup, je suis en train de me rendre compte que des fois, c'est intéressant, mais c'est ma réponse, quoi. C'est vrai. C'est vrai, tu hein, vois, des fois, ça peut juste... Tu vois, après, tu peux me poser d'autres questions, je continuerai de répondre, du coup. Okay. T'as la première porte qui est ouverte, oui, effectivement, toc, toc, toc. Comme le coca. Et après, t'avais une autre, oui. Mais par rapport à la réelle, t'as une question précise, je veux dire, là-dessus? Bah, est-ce que, éventuellement, t'as un projet, alors? Ah, c'est ça, ouais, voilà. Pourquoi pas? Peut-être que me demander est-ce que t'aimes les films d'horreur, ou c'est quoi ton genre, ou je sais pas, moi, on peut aller partout avec ça. Est-ce que non, j'ai pas de projet. Pour l'instant, c'est... Ouais, non. Pas un truc sur un groupe de métal. Non, bah j'attends qu'on m'appelle. Hein. J'attends qu'on m'appelle. Il y a un groupe de métal qui nous écoute. C'est exactement moi. C'est Dedo, littéralement, qui nous écoute à moi. Non, c'est une vraie envie, par contre. C'est une vraie envie que je laisse mûrir et grandir. Il y a un temps pour tout. Ouais. Et là, je sens que ça mûrit. Ok. Ouais. Mais on reviendra quand ça sera un peu plus... Eh bah très bien, avec plaisir. Et est-ce que tu sens une évolution dans les choses qui font rire? Ou alors il y a des trucs qui restent qui font rire, peu importe les générations? Malheureusement, oui. Non, mais est-ce qu'il y a des choses qui évoluent dans les choses qui font rire? Je sais pas. Ouais. C'est la première fois que je sèche à une interview, je crois. Je sais pas. On l'a non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est des trucs qui reviennent. En fait, on est un peu les mêmes dans la façon de penser, tous les humains. C'est juste que ce qui vont changer, c'est des sujets par rapport à peut-être des choses nouvelles dans la société, tu vois. C'est un peu fort, mais nos mécaniques sont toujours un peu les mêmes. J'ai l'impression que ça évolue beaucoup, ça. Non, c'est vrai. On peut pas trop. C'est les thèmes qui changent en réalité. Ouais, c'est les thèmes et notre positionnement vis-à-vis des thèmes. Exactement, ouais. C'est ça. C'est ça qui va être intéressant là, c'est d'aller aborder chez les hommes une certaine fragilité, par exemple. Tu vois. Dans la société, on voit qu'il y a des questionnements de ce côté-là. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est des sujets forts de société qui font que c'est nouveau, parce que c'est rare de voir l'humour des hommes sous ce prisme-là, et c'est un truc qui est en train d'arriver. La déconstruction, en fait, est intéressante. On revient. Je crois que c'est le grand changement dans l'humour, c'est les tentatives de déconstruction, parfois. C'est vrai. Il y a un truc qui est intéressant. Les gens se questionnent quand ils disent un truc maintenant, mais des fois ils disent un truc un peu ouf, tu vois. Ouais. Et maintenant tu vois que même si ça passe dans l'assemblée, etc., qu'il y a une espèce de consentement comme ça mutuel entre l'artiste sur scène et il y a un truc qui se passe quand même au théâtre. Tu disais quand même. Ouais, c'est ça. Même, c'est vrai. C'est intéressant ça. Après j'aime bien aussi l'humour léger qui revient. Je le vois dans Comedy Club, il y a pas mal de copains qui font des trucs qui sont vraiment... où il y a zéro problème. Ouais, c'est bien aussi. Ils en créent à des endroits, mais sinon il n'y en a pas. Il y a des enjeux, mais il n'y a pas de problème. Ça ouais, plaisir, c'est vrai. Tu vois, un truc un peu cartoonesque. Ouais, je vois. Je suis assez d'accord, c'est assez récent. Je suis un peu sûr quel humoriste je m'étais dit ça la dernière fois. J'ai dit, ça c'est un sketch que j'aime bien parce que ça fait de mal à personne. C'est pas en train de taper sur l'un, l'autre. Ouais. Ça cherche pas à déconstruire quelque chose. Non, ni à donner de réponse, c'est juste un fait, quoi. Ouais. Des fois, c'est marrant. Exactement. Et ça, c'est pas facile en fait. On se rend compte que c'est vu qu'on a beaucoup fait en plus l'humour de situation, d'observation, c'est hyper dur de devenir très drôle avec un truc aussi. De renouveler ça, ouais. Mais je crois que c'est ce qui fait un peu l'effet du cycle Paul Mirabel, c'est un peu ça, je pense. C'est ce que j'allais dire. C'est genre, au-delà du fond, la forme, elle fait du bien. Déjà rien que pour parler de la forme, vu qu'on est tous en accéléré, et t'as quelque chose quelqu'un qui fait déjà c'est un effet comique, parce que pendant longtemps, quand moi j'ai commencé, le but c'était d'aller vite. Bah oui. C'était ça la musicalité. On sait pas d'où ça vient, mais c'était le début d'internet, on était là, wouhou, ça va vite. Avec MySpace ou quoi. Tu vois, ça whiz. On était genre, on découvrait le monde, quoi. Ouais. Il me semble qu'après ce spectacle que tu vas jouer, tu as prévu de faire une retraite. Une sorte de retraite. Oui. Alors c'est toujours ton envie. Oui. C'est pour ça que j'ai acheté la maison. Voilà, c'est ça. Prépare ma retraite. J'ai mis la salle de bain au rez-de-chaussée, histoire de... C'est jamais... Je suis trop vieille. Il y a du rez-de-chaussée, j'ai la petite poignée et tout. Pour m'asseoir et tout. T'as hâte de faire cette retraite Oui. Est-ce que tu penses c'est parce que t'as plus de choses à dire entre guillemets à l'instant T Mais t'as vu, déjà ça commence à être un peu court. Mais il y avait vraiment du diesel. La jauge descend. Dépêchez-vous. Ouais. C'est que tu penses à l'instant T, t'as plus grand chose à dire ou plus envie déjà. Plus envie.
Non, vraiment, c'est pas une question. Je pense que j'ai plein de trucs à dire. Hein. Ouais. Mais ce qu'il faut. Oui, Moi, ça me faisait ça un peu. Quelqu'un qui m'a dit, mais il n'y a pas de t-shirt du Barbès. J'étais là, vraiment, il n'y a pas assez de t-shirts dans le monde comme ça. Tu vois. Les gens, on a fait des bombers parce que, bon, j'ai une pote, elle a fait des beaux bombers et tout. Et j'étais là, c'est cool. Mais il y a beaucoup de t-shirts, quoi. Tu vois. Je vois le combat. Ça me rend folle, quoi. J'ai fait un comedy club parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à Paris. Il y en avait un, tu vois. Mais là, c'est bon, maintenant il y en a beaucoup, ça m'énerve. Okay. Il faut arrêter de faire des comédie clubs maintenant. Il faut faire des blagues. Bon, bah on arrive presque à la fin de ce podcast. Il faut arrêter de faire des podcasts. Il y en a beaucoup trop. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Non, je rigole, j'adore l'idée de parler, d'échanger. C'est des moments qu'on prend le temps où justement on se presse pas trop, c'est cool. On te remercie du temps que tu nous accordes. Plaisir, bah attendez. Est-ce que c'est ton projet futur du coup la retraite? Ouais. Ou tu vas vraiment faire un stop sur tout? Ou tu vas garder quand même je sais pas. Parce que je connais. En fait, oui, il y a des chances. En fait, je vais pas être inactive. Ouais. Je vais être en retrait. Je vais me retirer. En gros, comme je commence à le faire d'ailleurs, tu vois, je suis moins en moins sur les réseaux, j'ai pas de téléphone. Je commence à me retirer. Donc c'est une retraite. Ouais, vraiment. Tu vois? Une retraite spirituelle. Non. Non, il y a je retire certaines choses en mode. Je me permets de me retirer de certaines choses qui me... Il faudrait voir derrière le spectacle là. Parce que j'explique mieux dedans. Parce que j'ai plus de temps. Hein. Quand on me paye, je suis beaucoup plus motivé. C'est ça le truc. On t'a pas dit qu'il faut te lâcher 20 euros là? Ah ouais, 20 euros le pot. Donc vas-y. Non, je déconne. Non, je déconne. Non, mais on va pas spoiler le spectacle. Bah non, c'est surtout que j'arrive pas à m'exprimer sur la réponse en étant très claire et concise. En même temps, c'est ta meilleure promo, c'est-à-dire aller voir le spectacle pour avoir la réponse. Je crois. Donc je suis en retraite, vite. C'est de la promo, en fait, tout simplement. On va pas se mentir, on enregistre encore là? C'est dommage. Tu vas faire une Daft Punk, c'est ça? Non, mais en fait, c'est ça, non, je pense pas être inactive après. En tout cas, je sais que j'ai plus besoin de faire forcément de la télé, forcément faire du cinéma, forcément. J'ai l'impression qu'on me pose des. Tu vois, ça fait 15 ans que je fais ce métier, 15 ans qu'on me pose des questions un petit peu mécaniques sur apparemment le parcours nécessaire que je suis censé faire. Ouais. Donc, je crois qu'être artiste, c'est déjà sortir des conventions de base qu'on nous propose quand on est à l'école, parce c'est un métier qu'on nous propose pas du tout, et quand tu commences à dire à tes parents que tu vas le faire, ils disent faut surtout pas faire ça. Donc c'est déjà sortir des conventions. Donc je continue en fait mon chemin que j'avais commencé avant d'être connu. Pas écouter les autres, quoi. Tu vois. Continue ta déconstruction. Ouais. T'es honnête avec toi-même. Je continue. Let's go. On continue. Let's go. Mais j'aime bien faire de l'art d'une manière qu'elle soit financière ou pas. Oui. Tu vois. C'est pas le sujet. La création. J'aime bien créer des trucs. Cool de des maisons. Voilà. Des maisons. Ça, c'est rigolo ça. On arrive sur la fin du podcast et avant, parce qu'on adore les jeux, et il va y avoir un petit jeu juste après, rapide, t'inquiète pas. Et non, je m'inquiète. Très inquiète, je déteste les jeux. Non, et juste avant ça, on a pour habitude de poser une petite question en fin d'épisode qui est c'est quoi ta rêve du futur? J'entends par là, c'est ta recommandation culturelle du moment. Ok. Et qu'est-ce que tu as découvert récemment ou tu as envie de nous partager et de partager avec tout le monde? Qui dit ce gars-là ou cette meuf-là ou ce format-là, allez voir parce que c'est charmé. Écoute, c'est ma référence depuis un moment. Je le dis pas assez. En fait, je le dis quand même beaucoup, mais je le dis pas assez encore et encore. Il faut que je le dise. Ma référence est catégorique. Une rappeuse qui a des textes qui, pour moi, si je devais être rappeuse, ce seraient des textes que je pourrais sortir. À la perfection. Ah ouais. C'est marrant. À la perfection. Air Force, je dirais, de son album Aquaba. Fuck le monde, d'abord fuck le rap. Fuck les rappeurs, je fais de l'art. Fuck, je me rappelle de cet été-là. Mon premier freestyle devant quelques gars. Et de fil en aiguille, j'ai suturé. Mes blessures, mes membres déstructurés. Et puis mon épingle, j'ai su tirer du jeu. Pièce maudite qui veut me suturer. Je suis cassé comme un porteur de palette, mais je suis né pour briller comme Dimitri Payet. Dans lequel j'ai eu la chance de faire des interludes, d'ailleurs c'était rigolo. J'étais au studio juste pour le soutien de la famille. Puis elle m'a appris que je devais faire des interludes. Ah ouais,
ouais, trop bien. Donc voilà, donc ça c'était rigolo. Mais bon, bref, en tout cas, Air Force, le morceau, Ouais. tu vois, par exemple, pour en donner un exemple, c'est un morceau qui, ouais, j'aurais pu écrire ça. Je suis là, putain, c'est incroyable comme on pense pareil. C'est fou quand même. C'est incroyable. De se reconnaître dans d'autres créations. Ouais, c'est génial d'être aligné comme ça avec une personne qui n'est pas soi. Ouais, c'est cool. Artistiquement, donc en référence, je donnerais moi en rappeuse. Catégorique. Pour danser sur moi. Trop bien. Catégorique. Et bah, c'est une belle ref. C'est une belle ref, on va la mettre. Franchement, écoutez, c'est trop bien. Ouais, bah, Ouais, on va avec mettre un plaisir. extrait, ça De va fou. donner envie. Yes, normalement. I. Et on va pouvoir aller sur l'album après et Et- écouter les interludes. Elle est en concert en plus souvent tout l'été et tout. Parce que c'est une meuf en scène, elle rigole pas, elle est pas là pour. Elle est pas Ah ouais. là pour rire. Tu vois. Ouais, Contrairement à toi, finalement. contrairement en à fait. moi, on est totalement le yin et le yang. Parce que c'est Elle est pas là pour rigoler rire. sur scène, c'est le feu, frère. Trop bien. Voilà. Bah, allez, hein. Et donc, Merci, la c'est famille, l'heure hein. du petit jeu. Ah oui, il y a un jeu maintenant, Et c'est le vrai, jeu. pardon. C'est quoi ta ref en? Alors oui, on force un peu avec le titre du podcast. T'arrives en C'est quoi ta ref en? C'est le nom du jeu. Et en gros, on va te donner un thème et du tac au tac. Il y a un faut que jeu de tu mots, là? répondes. J'ai Non, pas y a compris. c'est Ah non. C'est le nom de notre Ta ref podcast. en? C'est quoi ta ref? Parce qu'il va y avoir un thème après le en. Ah d'accord, Il va y avoir ok, un oui, C'est je le pire reviens jeu que t'aies jamais entendu. Ok, ok, ok. d'accord. Oui, C'est quand t'arrives en canette, par exemple. tu vois. Je cherchais un truc et tout, mais il y avait rien vraiment. J'entends pas la fin. D'accord, ouais, c'est ça. Donc on va te donner un thème et le but c'est que tu répondes du tac au Le tac. tac un au petit tac peu. si tu peux, Ok. genre, sans trop réfléchir. Alors, c'est quoi ta ref en ville de stand-up autre que Paris? Marseille. Marseille? Ça, Ok. c'est tac au tac. C'est quoi ta ref en musique d'arrivée sur scène? Catégorique. C'est quoi ta ref en première partie? Ah, il y en a plein là qui sont arrivés d'un coup. Je veux dire, du coup, Tani, ça s'intéresse sur Tani. Ok. Tani, c'est une super première partie. Pas de stress, pas de stress. Ah ouais, j'ai l'impression que je dois gagner une voiture, frère. C'est juste. C'est quoi ta ref en film hyper triste? Putain, j'avais pensé à La vie est belle, je sais pas pourquoi. Parce que, en fait, Ouais, tu sais, des bah, fois, tu attends. penses à des trucs et t'es là, oh, j'ai la réponse. Ouais. C'est classique, ces trucs. Moi, j'ai C'est que hyper ça. C'est quoi ta ref en pièce de théâtre? Ah, ma ref en pièce de théâtre. Je suis pas une grande spectatrice de théâtre. Donc vraiment, Ouais. je peux pas dire genre une ref incroyable. L'avare de Molière. Ouais, tu vois. Même se prend tout de suite pour. Mais Bon, non, mais je parce que gentil, j'ai vu une pièce que j'ai kiffé en huis clos, mais je me rappelle plus du nom. Je suis pas de ref en théâtre. Le huis clos. Allez, Le huis clos. Mytho. c'est quoi ta ref en Non mais titre? c'est triste. En fait là je faisais un bilan de ma vie. Ça fait longtemps que je été au théâtre, putain. Ah c'était le confinement. Il s'est passé plein de trucs quand j'ai pas répondu. Thérapie express, tranquille entre deux questions. J'aimerais bien Toujours, faire un toujours. podcast aussi avec ta voix intérieure. Ah ouais. Ah là là, il y en a pas qu'une. C'est ça le problème. Pas de problème. Ok. Bon bah faut aller au théâtre, ça c'est noté. Ok. C'est quoi ta ref en titre de spectacle cliché? Tu peux inventer. Bah, ouais mais c'est des trucs là. Ma voisine suce pas que de la glace et compagnie là. Des titres comme ça. Ma voisine suce pas que de la glace. Ça. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un petit de café théâtre aussi, tu sais, genre. Je suis triste de connaître ça et pas la réponse d'avant. Franchement, je suis un peu triste. Tu veux qu'au montage on échange? Tu nous dis, hein, tu nous fais un mail. Ouais, non, échangez pas, s'il vous plaît. C'est quoi ta ref en documentaire sur Arte à 4h du matin? Ah, waouh, je sais pas si c'est sur Arte. Mais qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Ouais, non, je regarde des documentaires bizarres en ce moment sur des. Est-ce qu'on peut appeler ça des documentaires en plus? Ça dépend, c'est quoi? Non, mais c'est même pas sur Arte, c'est sur Netflix. Ça marche. J'ai peur. Mais non, non, tu sais, c'est Notre Père à tous. Là, c'est le dernier documentaire que j'ai. C'est pas un documentaire, ça. Notre Père. Quoi ce truc? Attends. C'est un truc sur le gynéco là qui fait des inséminations avec son sperme. Ah oui. Bonne ambiance. Good vibes. Là, on mettra la réponse chaton Bon, mignon voilà. de tout à l'heure, tu vois. C'est ici, vraiment genre ma vie. Ouais. Si tu regardes mon historique Google, ça n'a aucun sens. Le précepteur et ça. Chaton mignon, le précepteur, et derrière, documentaire, Notre Père à tous. Yes. C'est quoi ta ref en repas d'après-spectacle? Mais j'aime bien, pardon, il y a un documentaire que j'aime bien sur Arte que je regarde. Je crois que c'est Arte. Et que je le regarde beaucoup en fait. C'est sur l'évolution des hommes, tu sais, de l'homme. Tu sais, des classiques de ouf et il est super bien fait. Ok. Sur toute notre évolution, notre façon de penser, la société, notre rapport à la mort, etc. Vous l'avez pas vu ce truc comme ça? Non, j'ai pas vu. Oh, ça m'énerve, je m'en rappelle plus du nom. Eh ben C'est écoutez, en mais série je te retrouverai le. Non, c'est un non-documentaire, ça, 1h30. Ok. Ok. Si ça te revient, Peut-être 3 n'hésite pas à nous le parties, dire, un on truc mettra comme ça. en description. Tu nous fais un vocal? Ouais, c'est le gros Odyssée ou je sais pas quoi. Je vous l'enverrai. Ok, trop bien. C'est quoi ta ref en repas d'après-spectacle?
En repas d'après-spectacle, j'ai vraiment vu du whisky. Bon app. Une petite salade en général. Je mange pas beaucoup le soir. Ok. Ouais. C'est quoi ta ref en cadeau dans les loges? En cadeau dans les loges? Vraiment la même réponse qu'avant. Hein. Un peu de whisky aussi. Yes, ça marche. Ou chaton mignon. Trop bizarre. Chaton mignon. Petit chaton. C'est le nom du whisky, chaton mignon. C'est une belle bouteille de vin, le chaton mignon. Bah ça c'est un bon cadeau. J'aime pas les fleurs. Ça c'est beaucoup plus encombrant. Oui, c'est vrai. Et enfin j'aime bien les fleurs mais dans un jardin planté et tout, j'aime pas qu'on m'arrache des fleurs. Tiens, c'était dans la terre, je l'ai tué pour toi. C'est vrai que le concept quand on y pense. Ouais, tu vois, il y a un côté un peu préhistorique. Ouais, genre avant c'était des bisons, maintenant c'est des fleurs. C'est vrai. Elles sont fragiles quoi. En fait, c'est-à-dire que les fleuristes c'est des bouchers en fait. Presque. Ouais, c'est un peu des bouchers, ouais. C'est une boucherie. C'est des bouchers de la nature. Et enfin, c'est quoi ta ref en podcast avec le mot ref dedans? Non mais le petit reniflement de je pense que t'as trouvé les réponses. Et ben c'est quoi ta ref tout simplement. Ah ouais, ça avance le buste comme ça y est. Super. Et ben, en tout cas merci beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps. Ouais. Et moi j'ai passé un bon moment. Bah ouais, moi. Vous faites un bilan devant moi. Bah moi je crois que c'était une horrible. J'espère que ça s'est senti. Ah ouais, franchement c'était cool. Merci beaucoup. On mettra en description toutes les refs, tous les liens. Oui, que je dois vous envoyer parce que là j'ai dit beaucoup que j'allais vous envoyer des trucs. Et je crois que j'ai menti. Je crois que depuis le début j'ai. Théâtre, huis clos. Ça va avoir aucun sens. C'est très bien. Mais ça. on va mettre aussi en lien. Je connais des pièces, hein, attention. Qu'on soit bien d'accord, c'était juste le m'a dit ta ref, j'en ai pas une. Ouais. Mais il y a des pièces, j'en ai joué une d'ailleurs qui est extraordinaire, qui s'appelle Cher Elena Sergeyevna, qui est une pièce russe, mais je vais pas dire des pièces dans lesquelles j'ai joué, parce que c'est la seule que je connais vraiment bien. Tu vois ce que je veux dire? Après, le rap, t'as mis une ref où t'étais dedans aussi. Ah bon? Dans l'album, c'est vrai. Mais je soutiens l'économie des femmes noires. On n'est pas beaucoup à se soutenir. Désolé les gars. I'm sorry. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez bien fait, vous. Donc je prends exemple sur vous. Merci pour tous ces exemples en tout cas. Merci à toi. Vous êtes ma ref à moi. Allez, on va isoler ça. C'est clairement le jingle à partir de maintenant. Merci beaucoup Charlie. Merci la famille, trop cool.